Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avons écouté un intervenant sur les médias qui nous expliquait comment les médias peuvent nous influencer et nous permettre aussi de rentrer en relation les uns avec les autres. Nous continuons notre poursuite à la recherche d'une meilleure humanisation dans les choix que nous posons tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, historiquement, a toujours eu de l'importance. On se souvient de la devise de Rome. Pardon, ce n'était pas une devise, mais un mot que répétaient souvent les politiques qui, à Rome, disaient du pain et des jeux pour le peuple. Eh bien, les jeux ont toujours été très très présents dans notre culture, dans notre société. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir un spécialiste des jeux. Bonjour Kevin Marquis. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bienvenue à l'émission Choisie. Ben, merci beaucoup. Alors, on le disait, les jeux ont fait partie de notre société. Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport aux jeux, dans notre nouvelle société? Eh bien, une des choses qui a changé, je dirais que c'est... À l'origine, le jeu était beaucoup communautaire. Les gens se regroupaient ensemble pour jouer. C'était une activité de groupe. De plus en plus, je dirais que c'est une denrée qui se perd. Avec l'arrivée du jeu vidéo, les gens jouent de plus en plus individuellement, chacun dans leur coin, éloignés les uns des autres, ce qui y amène une dynamique complètement différente par rapport à, à la communauté elle-même. C'est-à-dire au lien entre les personnes. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus, moi, avec la machine, on va dire, alors qu'autrefois, j'étais intégré dans un groupe, hein, c'est ce que j'entends. Oui, en effet. Et même aujourd'hui, autant qu'on essaie de donner l'illusion d'un groupe, qui en est quand même un dans une certaine limite, autant que c'est à peu près tous des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, avec qui on n'aura jamais nécessairement une discussion sérieuse. Si à l'époque, justement, les jeux de cartes et tout autre type de jeux aidaient justement à créer des liens, à avoir des discussions sérieuses au travers du fait de jouer, aujourd'hui, le jeu est vraiment uniquement jeu. D'accord. De manière à rentrer peut-être dans un monde virtuel, dans un monde déconnecté de la réalité, dans un autre monde, on va dire? Oui, je serais prêt à le dire, effectivement, au point où il y a des gens même qui embarquent dans un monde virtuel, au point où avoir de la difficulté à en décrocher. Il y a des gens qui peuvent dépenser des montants faramineux dans des jeux en ligne, ce qu'on appelle les pay to win, où il faut débourser pour être de plus en plus puissant. Des jeux qui souvent à l'origine sont gratuits, mais qui justement vous laissent faible tant que vous ne dépensez pas un certain montant. Est-ce que justement, il n'y a pas, comment je dirais ça, un nouveau type de jeu? En ce sens où j'ai l'impression que le monde virtuel dont on est en train de parler, ben, nous fait quitter l'ancien monde, hein, qui était, vous le disiez, on pouvait échanger, on pouvait parler entre nous quand on était autour d'une table pour jouer aux cartes, par exemple. On pouvait avoir d'autres discussions que le jeu. Aujourd'hui, on rentre dans un monde virtuel avec une fausse communauté. Est-ce qu'on crée une fausse illusion? Et du coup, ma question sous-jacente, c'est est-ce qu'on ne devient pas aussi accro de ce monde virtuel dans lequel on peut être un roi alors que dans le monde réel, on est un simple chômeur et qu'on attend nos allocations? Oui, et même que je dirais que l'industrie y est pour beaucoup. Là-dedans, c'est un peu son objectif de faire en sorte que les gens soient de plus en plus dépendants et de plus en plus souvent devant leur jeu. On voit un grand nombre de jeux, justement, où se rendre au bout du jeu, c'est soit impossible ou ça prend un temps fou. C'est-à-dire, ils réussissent justement à faire en sorte que les gens aient toujours, dû à une évolution très très lente, besoin d'y retourner pour compétitionner avec les mêmes gens qu'on ne connaît pas. Mais justement, c'est-à-dire, il nous oblige à y retourner continuellement si on veut performer. Il y a une multitude de jeux que si on ne joue pas pendant trop longtemps, parce que ça se passe en temps réel, ça vient qu'on perd la progression qu'on a eue, on perd une multitude de choses, donc on est vraiment obligé, on se sent obligé d'y retourner et c'est vraiment l'effet qui est recherché. Vous disiez tout à l'heure que ces jeux peuvent être gratuits puis ils nous incitent à payer, mais est-ce que ces jeux sont réellement gratuits? Ben, à la base, je dirais qu'ils ne l'ont jamais été, mais les techniques de marketing dans le but de vendre ces jeux, de faire de l'argent sur le dos des jeux, a grandement évolué.
Il y a eu une époque où on achetait un jeu complet pour un certain prix. On savait ce qu'on allait aller chercher. On savait ce qu'on achetait. De plus en plus, de- les techniques de marketing ont été, premièrement, vers les DLC, les add-ons, je ne saurais pas comment le dire en français. Des expansions, en fait, oui, des expansions. Où on achetait encore le jeu original, mais qu'on savait à l'avance qu'il allait avoir une multitude d'autres petites parties du jeu qui allaient être ajoutées, moyennant un certain montant. Ce qui permettait de vendre le jeu de base le même montant, mais que pour avoir le jeu complet, dépendamment des jeux, ça peut être des fois 50% plus cher, 100% plus cher. J'ai même déjà vu 3, 4, 100% plus cher si on va avoir un jeu complet. Et de plus en plus, quand on arrive surtout dans le domaine des téléphones cellulaires, c'est ce qu'on appelle le pay to win. Mais ça a aussi rejoint beaucoup le jeu sur ordinateur, où justement on nous fait à croire qu'un jeu est gratuit, mais qu'on n'arrivera jamais à réellement profiter du jeu si jamais on ne paye pas, parce qu'il y a tout le temps des gens qui payent un certain montant pour être de plus en plus puissants et qu'on sera toujours faible versus ces gens-là, si on ne débourse pas nous-mêmes un certain montant. Alors, justement, vous parlez de puissance. Est-ce que pourquoi on cherche à être puissant dans les jeux? Pourquoi, pourquoi intégrer? On n'est pas là pour jouer, on est là pour être puissant, c'est quoi? Je dirais que c'est une forme d'exutoire dans un sens, peut-être même une sorte de défoulement par rapport à la vie à laquelle on vit, où souvent on se sent impuissant face à certaines situations. Et le jeu permet lui-même justement de nous faire à croire, ne serait-ce qu'à l'espace d'un instant, qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on est quelqu'un de puissant, qu'on est quelqu'un qui a de l'influence. Évidemment, tout ça n'est qu'une illusion, mais ça permet à certaines personnes de s'évader justement des problèmes du quotidien, de penser justement qu'ils sont puissants par rapport à d'autres de leurs collègues virtuels. D'accord. C'est un peu comme une drogue addictive dans lequel on préférerait être dans ce monde virtuel et puis roi et maître. Définitivement, et même il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à décrocher, qui passent beaucoup plus de temps à essayer de faire évoluer cette vie virtuelle-là que leur vraie vie, qui souvent justement peut aller jusqu'à tomber en lambeaux tellement ces gens-là peuvent mettre l'accent sur la vie virtuelle via certains jeux. Est-ce que c'est pas un danger? Définitivement. Dans un sens, je dirais que le jeu est un peu comme l'alcool ou peut-être même certaines drogues dans une certaine limite, où si consommé avec modération, ça peut être une plus ou moins bonne chose, mais si jamais on tombe dans l'excès, comme dans n'importe quoi d'autre, même comme dans la nourriture, c'est sûr que ça peut devenir un problème. Oui, parce que moi, j'avoue, j'aime bien jouer aux cartes notamment, Mhm. mais effectivement, on a l'impression qu'il y a comme une frontière qui serait peut-être propre à chacun, dans lequel, hop, on bascule dans un autre monde, et à ce moment-là, on oublierait le monde réel. Oui, et certains jeux sont particulièrement bons dans ce domaine-là. J'ai entendu souvent parler des gens, et moi-même j'ai vécu certains jeux tellement addictifs qu'on commence à jouer à une certaine heure et 6, 8 heures plus tard, en voyant le soleil se lever, on se dit « Ah mon Dieu, j'ai vraiment joué tout ce temps-là ». L'industrie du jeu est vraiment forte dans ce domaine-là d'être capable de contrôler les gens, à faire en sorte qu'ils reviennent constamment ou qu'ils ne soient carrément pas capables de décrocher. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour le bien de chacun? Est-ce qu'il y a une idée derrière tout ça? En fait, c'est dur à dire. Il y a une multitude de types de jeux, autant qu'il y a une multitude de types de raisons pour les faire. Un jeu, ça peut être à la fois une forme d'art, une forme d'expression pour les gens qui le font. Ça peut aussi être un outil de propagande intense. Vous parliez de médiatisation tout à l'heure. Les jeux peuvent aussi servir justement de type sont un média qui peuvent servir à faire passer certaines propagandes ou certains messages, même à la limite, je dirais certains mensonges ou même des morales. C'est sûr que c'est difficile de décrire le jeu en tant que tel, dû au fait qu'il y en a justement tellement de sortes et tellement de raisons pour les faire. Quand on préparait cette émission, vous nous avez parlé justement d'un jeu assez typique justement de ça, par rapport à la morale que véhicule certains. Vous nous donniez un exemple de jeu, je crois, particulièrement immoral. Alors, est-ce que justement vous pouvez développer ces morales qu'il peut y avoir dans le jeu? Euh, c'est difficile. Souvent, les jeux utilisent la morale pour s'excuser. Dans certains cas, justement, dans des jeux particulièrement violents, il va y avoir juste une fin morale qui te dit finalement Ah, tout ce que tu viens de faire est soit impossible ou peut potentiellement tourner mal.
Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des jeux qui vont faire dans l'immoralité tout le long et te faire croire que c'est une bonne chose. Ce qui ramène un peu à l'exutoire, j'imagine, de vivre une passion violente qu'on peut pas nécessairement se permettre dans la vraie vie. C'est un peu ce qui est vendu aux clients. C'est comme deuxième réalité ou fausse réalité, en fait. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait besoin de mettre des barèmes pour les gens euh, interdits aux moins de 18 ans, interdits, euh, ou alors tout simplement d'interdire certains jeux? Il faudrait. En fait, ces barèmes-là, en termes d'âge, existent déjà. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas respectés. C'est-à-dire, d'autant que je puisse dire de mon expérience personnelle, jamais avant d'acheter un jeu qu'on m'a demandé si j'avais l'âge requis pour l'acheter. Donc, la dynamique est là pour ce qui est d'un contrôle, en termes, en quelque sorte, mais le problème, c'est qu'il n'est pas appliqué convenablement. D'accord, il n'y a pas la police n'applique pas la loi en fait. Non, en effet. Puis même, je prends l'exemple d'un club vidéo. Si un enfant essaye d'aller louer un film pour adultes, c'est sûr qu'il va se faire dire non, t'as pas l'âge. Mais si ce même enfant essaye de louer le jeu le plus violent ou le plus sexiste possible, personnellement, avec mon expérience personnelle, je suis sûr que tout club vidéo confondu ou presque vont le laisser partir avec le jeu en question, même s'il n'est pas accompagné de ses parents, peu importe. J'ai jamais compris pourquoi, justement, dans le domaine du jeu vidéo, ce contrôle-là n'était pas appliqué, mais ça a toujours été le cas à ma connaissance. Est-ce que d'ailleurs le jeu n'est pas plus pervers que le film? Parce que le film, on est passif, alors que le jeu, on fait l'action, on participe à l'action. Oui, et je dirais même encore plus probablement parce que le jeu n'est pas présenté aux masses dans les grandes salles et qui est uniquement joué ou presque uniquement par des gens seuls chez eux, ce qui fait que les développeurs se permettent d'aller des fois beaucoup plus loin dans les actes de violence, de barbarie, de pornographie même à la limite. C'est-à-dire, effectivement, je dirais que le jeu dans ce sens-là va beaucoup plus loin. Dépendamment des jeux, c'est sûr, mais il y en a qui frisent carrément l'aberration en réalité. D'accord, donc là, il faut être très très méfiant. Mais bien souvent, on va dire, mais le jeu est éducatif. C'est le premier argument. On apprend en jouant, puis c'est en jouant qu'on découvre le monde, etc. Donc, j'allais dire, est-ce que si on applique ça à des jeux malsains, à des jeux dangereux, violents, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de former une jeunesse violente et malsaine? Et bien là, je pense que c'est sûr que la communauté a beaucoup à jouer là-dedans. C'est sûr que si on laisse nos enfants jouer à n'importe quoi sans s'en soucier, ou si, comme dans certains cas, on se sert des jeux vidéo comme d'une gardienne d'enfants, ce qu'on fait aussi avec les films, avec Internet, définitivement, il y a un problème. Je pense qu'il faut se soucier plus de ce que nos enfants font. Pour ce qui est des adultes, bien évidemment, il y en a aussi des plus influençables que d'autres qui peuvent potentiellement être mal influencés par les jeux. Mais encore là, si on se met à tout censurer pour ces quelques individus-là, à la limite, on va se mettre à tout censurer carrément. C'est-à-dire, j'ai vu des actes de barbarie infâmes aux nouvelles. Du soir à 6 heures, et on nous présente des décapitations, on nous présente des massacres. Dans cette optique-là, je dirais que c'est pas nécessairement pire que ce qu'on peut voir. Je veux dire, c'est difficile. La réalité, souvent, est tellement crue que même d'essayer de la faire pire, souvent, est difficile. Je veux dire, créer pire que ce qu'on peut réellement voir, est difficile parce que la nature humaine, justement, souvent amène à des situations particulièrement déplorables. Alors, on voit que c'est difficile, mais il y a des côtés positifs quand même au jeu. Oui, définitivement, vous parliez du fait qu'il y a un côté éducatif. Il y a plusieurs jeux qui ont des notions éducatives importantes. Il y a des jeux qui prônent l'apprentissage de certaines langues, l'apprentissage de certains domaines, la cuisine, entre autres. Il y a même des jeux qui prônent l'éducation des animaux, comment éduquer son animal, qui le montrent de façon basique aux jeunes. Non, c'est sûr qu'il y a du bon à aller chercher. Aussi, le côté exutoire, comme je le disais tout à l'heure, si c'est pris avec modération, c'est une bonne chose. Ça permet justement de relaxer, d'aller chercher un petit plus que la vie ne nous offrirait pas nécessairement. Est-ce que vous conseilleriez, j'allais dire, le jeu oui, le jeu avec modération? Est-ce que il y a des types de jeux qu'il faudrait, je dirais pas bannir, mais mettre de côté au profit d'autres jeux, peut-être en fonction des âges ou Hmm. Bannir, oui, définitivement. Parce que comme je le disais, le jeu, c'est une forme d'art dans une certaine mesure.
Et dans l'art, plusieurs personnes se servent de l'art pour passer des choses qui sont vraiment déplorables. Euh, C'est-à-dire, autant qu'on peut retrouver le meilleur dans l'art, on peut retrouver le pire dans l'art. Et c'est vrai dans toutes les formes d'art, autant la musique, la peinture. D'ailleurs, justement, il y a plusieurs personnes qui accusent le jeu vidéo d'avoir causé des actes de violence chez des enfants. C'est le même genre d'accusation qu'on retrouve dans le domaine musical aussi via certains artistes qu'on dit ah, telle personne a commis un acte quelconque après avoir écouté certaines chansons, alors c'est forcément de la faute de la chanson et non de l'entourage de la personne qui n'a pas su déceler à temps que la personne avait des difficultés. Je pense qu'il faut faire attention des fois quand on accuse les jeux vidéo de tous les maux, comme on accuse justement la musique de tous les maux ou les films. C'est-à-dire, les jeux vidéo sont un art comme tous les autres et c'est à prendre avec un grain de sel. D'accord, c'est un peu comme... on peut pas, de ce que je comprends, hein, on ne peut pas accuser cette personne d'avoir une seule source d'inspiration, mais il a écouté de la musique en même temps qu'il a fait du jeu vidéo, en même temps qu'il a pratiqué je ne sais pas quelle peinture violente. Et à ce moment-là, pour ne prendre que des arts, ben, dans tout ce contexte violent, il en est arrivé à poser tel ou tel type d'acte violent. En revanche, s'il avait été orienté dans un contexte vers le beau, le vrai, le bon, ben peut-être qu'il serait devenu quelqu'un de bien. Ben, je pense en fait que quand on arrive face à une situation où quelqu'un commet certains actes, on essaie beaucoup, tant les proches que la société en général, de se déresponsabiliser de l'acte en question, d'essayer de trouver un coupable facile. Justement, les arts, tant la musique que les jeux vidéo, sont le coupable facile qu'on peut accuser du doigt et dire ah, c'est uniquement à cause de ça, à cause qu'il a joué à tel jeu, à cause qu'il a écouté telle musique, qu'il en est arrivé à commettre ces actes-là. Qu'en réalité, justement, on devrait peut-être plus se demander si nous, en tant que communauté, nous, en tant que personne, on n'aurait pas pu encadrer mieux la personne dans le but d'éviter qu'il commette certains actes. Et cet encadrement passe par un environnement, par une famille, par des proches responsables. Définitivement. Alors je voudrais repartir sur autre chose, qui est effectivement, on a bien parlé du jeu vidéo en tant que tel, on a parlé au début du jeu communautaire, qu'autrefois on jouait aux cartes, on jouait ensemble, hein, une communauté. Et d'ailleurs, il y a des groupes qui se retrouvent pour jouer ensemble, les jeux de pétanque, les jeux de belote, les jeux de bridge. Ici à Amos, on a un groupe de personnes qui se retrouvent tous les samedis pour jouer au bridge. C'est un jeu très intellectuel et très communautaire, hein. Et puis, on n'a pas tellement parlé, on a parlé du jeu virtuel, mais on n'a pas tellement parlé du lieu où se situent les choses. C'est-à-dire que on voit bien pour jouer à la pétanque, pour jouer au bridge, eh bien les gens se retrouvent à une heure, à un endroit précis. Alors là, est-ce que effectivement le jeu est dans un lieu précis? Pour ce qui est d'une heure et d'un lieu précis, dans plusieurs types de jeux, oui. Et c'est justement un peu ce qui ramène à la dépendance. Je me souviens d'un type de jeu que je jouais que si jamais on n'était pas au bon endroit, au bon moment, soit même parce que je travaillais par exemple, la communauté m'en voulait. Et c'est de même pour tout le monde. Les demandes par rapport aux jeux vidéo, la demande de la communauté du jeu vidéo sont particulièrement exigeantes sur la vie de certaines personnes. Je parlais justement du fait que l'industrie y joue pour beaucoup, mais la communauté du jeu elle-même aussi y joue pour beaucoup, en mettant de la pression sur ses membres pour être là. Dans certains jeux, justement, ça prend une guilde puissante. C'est pas juste les individus qui font la puissance, c'est la masse d'individus. Et dans cette optique-là, justement, la pression peut être énorme pour être toujours au même endroit, au même moment, à faire certaines actions prédéfinies. Alors, oui, je dirais que il y a une certaine constance côté lieu, côté temps, mais c'est pas nécessairement aussi bon qu'à l'époque. Justement à cause du fait que maintenant, c'est rendu plus une obligation qu'un plaisir simplement. Est-ce que justement, quel est j'aimerais qu'on insiste un peu sur ce changement. C'est-à-dire que je vois bien qu'effectivement, pour jouer au bridge, ils peuvent téléphoner pour dire bah non, je peux pas. Est-ce que là, la communauté virtuelle hein, dont vous parlez, je peux pas appeler les amis en disant bah là, je peux pas, parce que bien souvent, je sais pas où ils sont, je sais pas où du tout.
Ben, à la limite, ça serait possible de les contacter. Mais là où je pense qu'il y a un problème, c'est que quand on appelle nos amis pour une partie de cartes, c'est des amis. Alors ces gens-là sont compréhensifs, ils peuvent dire oui, c'est d'accord, je comprends, tu as une vie en dehors du jeu. Mais dans la communauté virtuelle, c'est pas la même chose. C'est des gens qu'on connaît pas, c'est des gens qui sont déconnectés de notre réalité, autant qu'on est déconnecté de la leur. Alors c'est sûr que cette proximité, cette compréhension-là, n'existe pas nécessairement. D'accord. Et puis, il y a aussi au niveau du lieu, j'ai l'impression qu'on peut jouer partout, tout le temps. Oui, effectivement, avec les jeux de type cross-platform, c'est-à-dire, on est rendu qu'on peut jouer sur nos cellulaires, sur les tablettes. Le jeu, on peut l'emmener partout. En réalité, on peut l'amener dans le fin fond du bois, on peut l'amener dans notre véhicule, on peut l'amener dans les salles d'attente. C'est-à-dire, c'est une des choses justement qui fait qu'il prend autant d'ampleur justement qui prend autant d'ampleur parce qu'il y a une facilité à jouer de nos jours avec justement tous les médias qui permettent de jouer. D'accord. On a l'impression d'ailleurs que beaucoup de personnes ne sont pas avec nous parce que je vois à des réunions de famille, à des groupes, même si on est en plein dans les bois, hein, l'exemple que vous donniez pour la chasse, c'est assez exemplaire, où effectivement l'ado qui nous accompagne, il est sur sa tablette, sur son téléphone, et puis il n'est pas du tout là dans la nature avec nous. Et lui, il dira, oui, je suis allé à la chasse, etc. Mais en réalité, il était dans son monde à lui, en train de jouer avec sa tablette. Mhm. Oui, et si encore c'était uniquement une question d'enfants et d'adolescents, je dirais que dans une certaine limite, ça serait pas si pire. Mais je me souviens d'un exemple d'une chauffeuse d'autobus qui s'est déjà fait congédier parce qu'elle avait un jeu vidéo portatif et que ses employeurs l'ont confrontée en disant tu peux pas jouer à ce jeu-là en conduisant un autobus parce que c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour les autres personnes autour. Et cette personne-là a rétorqué qu'elle n'arrêterait jamais de jouer. Et dû à ça, c'est son congédiement. C'est-à-dire, l'employeur lui avait donné le choix, mais elle était tellement dépendante que son choix a été clair, c'était le jeu avant son emploi, avant la vraie vie. Alors l'exemple que vous nous donnez est un exemple assez typique, hein. On voit cette dame effectivement qui va jusqu'au bout et qui préfère son jeu, ce monde virtuel, imaginaire, hein, parce qu'il n'y a rien de concret, de réel hein, dans le jeu, même si on a vu que ça pouvait être formateur, etc. Mais justement, sur ce côté formateur, j'allais dire, bien souvent dans les jeux auxquels moi j'ai eu accès, on voit les Américains qui gagnent les guerres. On est toujours... euh, D'ailleurs, j'avais essayé une fois sur un jeu de prendre l'ennemi des Américains. Eh bien, je ne pouvais techniquement pas. On me disait, non, non, là tu peux pas, il faut... Peut-être qu'il fallait payer pour devenir ennemi des Américains, mais je pouvais automatiquement. Donc, est-ce que, justement, sur cette question formateur, est-ce qu'il n'y a pas un côté, peut-être, je vais oser le mot propagande? Hmm. Oui, définitivement. Et si dans certains cas, il y a une certaine subtilité dans cette propagande-là, dans d'autres cas, c'est vraiment envoyé au visage des gens de façon vraiment évidente. J'ai vu par exemple des jeux sur la Deuxième Guerre mondiale où on voit le débarquement de Normandie où il y a uniquement des Américains, ce qui est complètement faux en réalité. Il y avait surtout des Canadiens, mais c'est sûr que l'État contrôle jusqu'à un certain point le jeu, la censure, etc. Mais même les compagnies elles-mêmes, il y a beaucoup de compagnies de jeux qui sont américaines. Le fait qu'ils soient aussi américanisés, je dirais que c'est un peu comparable à Hollywood, dans un sens. Je veux dire, Hollywood ne fait pas nécessairement des chefs-d'œuvre, mais l'industrie du jeu américain a de la misère à faire des chefs-d'œuvre aussi. Souvent, justement, parce qu'ils passent trop de temps à essayer de contrôler les gens, à envoyer des messages faussés, à leur dire quoi penser. Alors, oui, effectivement, je dirais qu'il y a un problème de propagande. Le mot est bien choisi. C'est ce que les messages qui sont envoyés sont souvent trompeurs, douteux. Non, c'est vraiment digne de propagande. Alors, par rapport à l'exemple que vous donniez hein, pour le débarquement, en 1948, il y a eu un sondage qui a été fait pour savoir est-ce que ce sont les Américains qui ont libéré la France? Est-ce que ce sont les Russes? Qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? C'était ça la question. Qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, en 1948, 86% des Français estimaient que c'était les Russes qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. En 2012, 86%, donc le même pourcentage, estimaient que c'était les Américains. Donc on voit qu'au lendemain de l'événement
les gens voyaient que c'était les Russes qui avaient gagné. Et au moment donc de préparer j'allais dire la commémoration, quand le même sondage a été fait, on voit que c'est plus du tout les mêmes, on voit que ce sont les Américains. Donc on voit complètement le changement, hein. Il y a bien eu un travail d'information ou de désinformation, suivant le point de vue qu'on se prend, pour changer les choses. Nous allons maintenant terminer notre émission. Vous savez que une des traditions, une des règles que nous avons à choisir, eh bien, c'est d'inviter les gens justement à choisir pour que dans leur vie concrète, eh bien, ils puissent poser des actions et ainsi choisir leur vie. Alors, quelles questions poseriez-vous à ceux qui nous regardent pour choisir par rapport au jeu? En gros, je demanderais, qu'est-ce que vous voulez exactement aller chercher dans un jeu? Qu'est-ce que vous voulez que ce jeu-là vous apporte? Est-ce que c'est juste un exutoire? Est-ce que vous voulez aller chercher des connaissances supplémentaires? Un jeu, ça se magasine autant qu'on peut magasiner une voiture ou un film ou quoi que ce soit d'autre. C'est important, justement, d'y aller avec jugement quand on choisit un jeu. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous regardez. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions pour mieux vous comprendre, mieux nous aider aussi à vous comprendre et à comprendre quels sont vos désirs, vos besoins, et afin, ensemble, de choisir. Merci, Merci à vous aussi. bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.